Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo FAQ parce que comme je l'avais promis, aujourd'hui je réponds à vos questions que vous m'avez posées par email ou sur YouTube et donc je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Je commence par Kevin qui me dit: est-ce qu'une personne t'a marqué dans ton apprentissage des langues, un prof, un locuteur? Alors il n'y a pas vraiment une personne qui a pu me marquer. Après, c'est plutôt l'ensemble des gens que j'ai pu rencontrer qui s'intéressaient vraiment aux langues, qui avaient vraiment une passion pour ça et qui avaient un discours positif. Parce que trop souvent, le discours il vise plutôt à présenter les langues comme quelque chose d'un peu merveilleux, d'un peu obscur, qui est difficile à faire. Genre, apprendre ta langue, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Ou alors, c'est des discours parfois pédants, enfin des choses comme ça. Et à l'inverse, quand il y a des discours vraiment positifs, des discours qui montrent que c'est facile, je connais pas mal de gens qui me disent que telle ou telle langue qui est réputée impossible, ça a été facile pour eux, c'est très motivant. Après, il y a quelques personnes plus précisément, comme par exemple, je me souviens de ma prof d'anglais en terminale qui mettait un point d'honneur à donner à chaque élève, quel que soit son niveau, un roman à lire, comme ça, c'était pour nous pousser tous à apprendre l'anglais par nous-mêmes un peu plus et à dépasser simplement la salle de classe. Après, des profs que j'ai pu avoir qui parlaient un nombre incalculable de langues. Et voilà, c'est un univers qui est motivant. Aussi, les collègues que je peux avoir actuellement, blogueurs ou vidéastes sur les langues, qui me motivent au jour le jour. Ensuite, je passe à Albo the Minstrel. D'ailleurs, n'hésitez pas à visiter sa chaîne. Si tu devais attribuer un pourcentage aux différentes composantes de l'apprentissage d'une langue, prononciation, vocabulaire, grammaire, compétences interculturelles, etc., selon leur importance, quel serait ton résultat? Bon, alors c'est un peu technique comme question. Moi, généralement, je vais plutôt faire une division sur les 4 piliers, c'est-à-dire écrire, lire, parler, écouter, et dire que c'est à peu près 25-25, 25-25, donc un quart pour chaque. Après, tout est important parce que par exemple, si on fait l'impasse sur la prononciation, on aura beau avoir bien travaillé ailleurs, on va pas se faire comprendre. Si on n'apprend pas de vocabulaire, on va pas pouvoir former de phrases faute de mots. Si on n'apprend pas de grammaire, ça va être compliqué aussi, etc. Donc je pense que tout est important, qu'il faut plutôt travailler sur chacun plutôt que dire celui-là c'est 50%, les autres c'est 8%. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse toute faite à ce niveau-là, mais en tout cas tout est important, donc il faut tout travailler malheureusement. Ensuite, Badr Benris qui demande: je voudrais apprendre la langue anglaise, pourtant j'ai passé l'étape de lire, et à l'issue de celle-ci, qu'est-ce que vous me conseillez? Si tu lis bien l'anglais mais que tu ne le parles pas, en tout cas, je te conseille vraiment de passer à la pratique et à parler et écrire de l'anglais, parce que sinon tu vas rester au stade qui est un peu frustrant de de comprendre ce que tu lis, pardon, mais de ne pas arriver à t'exprimer. Donc voilà, trouve-toi des locuteurs natifs et parle beaucoup en anglais. Ensuite, le Cobra. J'aurais aimé savoir si quelqu'un savait comment et où apprendre le créole martiniquais. En effet, il y a relativement peu de ressources disponibles sur cette langue, pourtant j'aimerais savoir la parler. Bon, alors ça, on tombe sur un des problèmes, c'est qu'on dit souvent qu'on trouve absolument tout gratuitement et en quantité sur Internet, on voit que c'est faux. Dès qu'on sort des grandes langues européennes et russes, chinois, etc., et japonais aussi, on est vite dans l'impasse. Bon, pour le créole martiniquais, j'ai fait quelques recherches. Alors, il n'y a pas de méthode chez Assimil, mais il y a un guide de conversation, ça peut déjà être une ressource. Et sur le site Toulang, qui est une association toulousaine sur les langues, il y a quelques ressources avec des sites, avec un livre de grammaire, donc je retrouverai ça, je le mettrai dans la description. Donc voilà, si vous apprenez le créole martiniquais, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à aider notre ami. Ensuite, Zogenum Xeladzen. Enfin, vous avez vraiment des pseudos super compliqués parfois. Pensez-vous que l'UE a une politique linguistique qui favorise l'apprentissage des langues étrangères? Pensez-vous qu'elle nous permet de sortir de l'influence de l'anglais, ou pensez-vous plutôt l'inverse? Encore une fois, c'est une question qui est super pointue. Est-ce que la politique linguistique favorise l'apprentissage des langues? Je trouve pas trop, et je trouve pas que ce soit vraiment les politiques qui le fassent, c'est plutôt la réalité du terrain. Et la réalité du terrain pour des millions d'Européens, c'est qu'il est plus avantageux d'apprendre l'anglais, donc ça nous pousse plus à apprendre l'anglais tout simplement. Après, est-ce que ça nous aide à sortir de la domination de l'anglais? Je ne trouve pas forcément. Avec le Brexit, par exemple, il y avait Jean-Claude Juncker qui avait mentionné le fait que l'anglais risquait de perdre un peu de son influence. Donc peut-être que l'Europe, la construction européenne qui se poursuit, va nous inciter à apprendre les langues des voisins. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, c'est pas vraiment ça. Enfin, je connais des gens qui vivent à Strasbourg qui m'ont déjà dit que les Français parlaient aux Allemands
en anglais, les Allemands parlaient au français en anglais aussi, alors que généralement ils auraient dû parler français et allemand logiquement, mais voilà. Donc je pense pas que la politique européenne va avoir un énorme impact, en tout cas je le vois pas vraiment au jour le jour. Encore une autre question, qui est super longue, je vais essayer de lire ça sans m'essouffler. Êtes-vous favorable à un retour total des dialectes, en France en tout cas, qui serait la langue première de tout français, pour favoriser le besoin d'apprendre une langue, de favoriser le polylinguisme si ce mot existe en tout cas, rendre courant le fait que les gens soient polyglottes et parlent couramment 2, 3 ou 4 dialectes, plus le français, l'anglais et la langue du pays d'à côté s'ils sont frontaliers, ce qui rendrait l'apprentissage d'une langue plus simple puisque banalisée, et puisque pour un étranger, une langue régionale est globalement plus simple à apprendre, les règles de grammaire sont simplifiées, le vocabulaire plus local, comportement de mots, et demande moins d'entretien et est plus semblable à celui des langues voisines. Il est en fait plus simple d'apprendre des dialectes voisins de même origine linguistique, à préciser que je parle là des sous-familles de langues indo-européennes, sinon seul le basque a une origine différente des autres dialectes de France, ce qui exclut des cas comme le breton et le gallo, ou le basque et l'auvergnat, ou l'alsacien et le franc-comtois, que le français et l'allemand séparément, et par l'habitude des gens d'apprendre et de parler plusieurs langues. Bon, encore une fois, il y a énormément de choses dans cette question. Un retour total des dialectes, est-ce que j'y suis favorable? Non, moi j'ai plutôt une approche où je dis comment apprendre les langues, donc après c'est à vous de faire, je suis pas favorable à une chose ou l'autre. Donc, bien sûr, je suis toujours partant pour qu'il y ait de la diversité linguistique, donc si les langues régionales se portent bien, je suis toujours content parce que c'est une richesse qu'il vaut mieux pas perdre. Après, est-ce que je conseillerais aux gens d'en apprendre? C'est compliqué parce que c'est très politique comme question. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y avait autant avant de langues régionales, c'est que les communautés humaines étaient plus resserrées. C'est pour ça qu'il y a par exemple beaucoup de diversité linguistique dans certaines zones un peu inhospitalières comme les montagnes du Caucase ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais voilà, avec les communications plus rapides, avec Internet, forcément on va être tous plus connectés les uns les autres et ça va entraîner un appauvrissement linguistique du point de vue du nombre de langues, pas forcément des jargons, des dialectes un peu qui vont se créer. Voilà, donc plus il y a de langues régionales qui subsistent et qui ont une culture vivace et qui sont apprises, moi ça me va. Après, est-ce que je conseille aux gens d'en apprendre? Est-ce que ça a facilité le plurilinguisme? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que voilà, quelqu'un qui parle français, qui parle allemand, qui parle aussi l'anglais parce que c'est une langue relativement internationale, qui parle un peu, s'il habite en Alsace, l'alsacien, c'est sûr que ça va créer une diversité linguistique, une richesse chez cet individu, et naturellement, il va pouvoir apprendre plus de langues par la suite. Donc oui, ça permet, si on parle le français plus la langue régionale, ça permet déjà d'avoir une habitude d'apprendre les langues qui fait qu'il est plus facile d'en apprendre de manière générale. Donc, j'espère avoir répondu à la question qui était assez complexe. Ensuite, Arnaud. Avez-vous testé Babel également et qu'en pensez-vous? Alors la réponse est rapide, non, je n'ai pas testé Babel. Après, je connais des gens qui ont testé et qui en sont contents. D'après ce que j'ai vu, c'est un peu une sorte de Duolingo en plus complet et payant. Bon, ça a l'air pas mal. Après, quand ils font des pubs que je vois sur Facebook du style les francophones peuvent parler une langue en 3 semaines grâce à cette application fabriquée en Allemagne ou je sais plus quoi. Bon, parler une langue en 3 semaines, ça veut dire avoir les bases pour commander un café, pas plus. Faut pas attendre de miracle, surtout d'une appli. Ensuite, Asia demande comment apprendre 2 langues en même temps. Bon, voilà, ça c'est sans doute la question qu'on me pose le plus souvent depuis la naissance du blog. J'ai déjà répondu dans un article, je vais mettre le lien, et aussi une vidéo, vous pourrez en cliquant sur le petit X affichant en haut à droite y accéder. Ensuite, bon, il n'y a pas de solution miracle, c'est compliqué, ça prend du temps. Les piliers pour apprendre 2 langues, c'est déjà d'avoir un peu d'habitude d'apprentissage des langues, c'est-à-dire si c'est ta toute première langue que tu apprends, on ne va pas en rajouter une autre. Ensuite, c'est de bien les séparer dans le temps, parce que sinon c'est trop de travail, et en faire un peu chaque jour. Donc concrètement, ce que ça donne, c'est essayer d'en faire par exemple une le matin, une le soir, parce que si tu arrives à 23h et que tu dois te mettre à 2 langues, voilà, c'est trop démotivant. Mais en tout cas, je pense que je vais y revenir, parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus, je vais peut-être même faire une petite formation. Mais voilà, éviter de prendre 2 langues trop proches aussi, du style espagnol-italien, et savoir ce qu'on fait de manière générale, et bien les séparer dans la journée. Je passe ensuite à Space YTP qui me pose plusieurs questions. La première c'est, quelle langue préfères-tu dans celle que tu apprends? Bon, j'ai pas vraiment de préférence spéciale, si j'apprends des langues c'est qu'elles m'intéressent toutes, il n'y en a pas une par exemple qui m'intéresse beaucoup moins que les autres. Allez, je dirais peut-être le finnois parce que c'est une langue un peu plus rare et un peu moins apprise, donc forcément c'est
Bon, c'est un peu plus de secrets qui m'ont été révélés par le finnois, alors que les autres langues comme l'italien, le japonais, ça reste quelque chose dont on a l'habitude dans notre vie quotidienne. Ensuite, quelle langue aimerais-tu apprendre à l'avenir? Alors je pense que la prochaine ce sera le russe et sans doute aussi l'espagnol. Quelle technique conseillerais-tu pour apprendre les kanji japonais et les retenir dans le temps? Ça marche aussi pour les caractères chinois. Bah alors moi la technique que j'utilise c'est basé sur le bouquin Les kanji dans la tête de Yves Magnette qui est absolument introuvable. Mais bon, je m'en excuse auprès des ayants droit, il existe des listes sur Anki qui permettent en fait de les apprendre un peu chaque jour et ça permet de retenir chaque élément constitutif et d'en apprendre de plus en plus compliqué. Et après, moi, je n'utilise pas forcément la technique un peu universitaire d'apprendre les lectures des kanji parce que honnêtement, je m'en souviendrai pas. Je les apprends comme ça, je les repère dans les mots et ça me fait découvrir les lectures. Par exemple, celui qui veut dire grand, j'ai remarqué simplement en voyant des mots qui pouvaient se prononcer o ou tai ou dai et j'ai pas eu besoin d'apprendre par cœur ces lectures. Alors, je passe ensuite à la question de Slav Power. Alors, bonjour Pierre, j'apprends actuellement le polonais depuis plus d'1 an. J'ai pas trop accroché à 6000 que j'ai laissé tomber à la leçon 60. Je pense avoir un niveau B1. J'aimerais trouver une méthode ou des cours pour un niveau intermédiaire ou des applications pour le vocabulaire, car actuellement je ne trouve rien pour la langue, je n'apprends plus de vocabulaire, etc. Néanmoins, je parle quotidiennement sur Tandem avec des natifs, que me conseillerais-tu? Car quand je parle aux natifs, je sais me faire comprendre, je les comprends, sauf quand je parle en polonais, c'est très primitif de par mon vocabulaire qui n'est pas très large. Ce que je te conseille de faire, c'est que si tu parles déjà avec des natifs, tu peux utiliser Anki et au fil des conversations, remarquer les structures de phrases qu'ils utilisent, les mots qu'ils utilisent et aussi les expressions et les noter. Et comme ça, tu pourras les apprendre avec Anki. Ensuite, je suppose que toujours sur Anki et sur Memrise, il doit exister des packs de vocabulaire polonais faits par la communauté. Tu peux tester, après ce sera peut-être un peu trop bébé pour toi, mais en tout cas je pense qu'il y a des choses toutes faites. Sinon ce que je t'invite à faire, voilà, c'est de prendre Anki, de faire ton propre vocabulaire. Si tu as un niveau intermédiaire à avancer, c'est la chose à faire. Ensuite concernant les méthodes, je ne connais pas vraiment de méthode intermédiaire, regarde peut-être des choses un peu plus poussées comme Glossica, donc qui est assez cher mais où finalement il y a plus de richesse. Voilà. Ensuite, Antoine. Salut Pierre, j'adore tes vidéos, ton contenu est excellent, on ressent toute la motivation et la créativité que tu dédies aux langues, bravo. Je te remercie déjà. Je voulais savoir si tu allais faire une vidéo sur le fait de lire des livres pour pouvoir apprendre une langue, si oui, quel type de bouquin? Bah oui, c'est une bonne idée, tiens, ça je l'avais pas encore fait, j'y avais déjà pensé, mais bon, j'avais un peu laissé tomber l'idée. Et bah pour les livres, il vaut mieux commencer par les livres qu'on aime, c'est-à-dire ne lis pas des livres que tu ne lirais pas en français parce que ça va t'ennuyer quelle que soit la langue. Commence par des romans assez courts, peut-être plutôt pour enfants, adolescents, et tu peux augmenter la difficulté par la suite. Je déconseille personnellement les livres en 2 langues, c'est-à-dire les éditions bilingues avec d'un côté la langue source et d'un côté le français, parce que souvent ce qu'on fait c'est qu'on parcourt rapidement le côté dans la langue source et après on lit scrupuleusement le français, ça marche pas. Alors ensuite la question de Peiyao, merci de m'avoir accordé cette chance pour te poser une question. En fait, je suis un étudiant chinois qui apprend le français depuis presque 4 ans. J'étais très content quand j'ai obtenu mon DALF C1, mais après j'ai rencontré un autre problème. Sur internet, on parle des méthodes de l'apprentissage d'une langue étrangère, mais pour la plupart du temps, on parle des débutants, pardon. Mais pour un élève de haut niveau, on est rarement évoqué. Donc, ce que je vous demande, c'est un partage de vos expériences de l'apprentissage d'une langue étrangère, mais consacré plutôt sur l'apprentissage du niveau C1 jusqu'au niveau langue maternelle. Voilà, en fait on revient à ce que je disais sur Babel quand ils disent que n'importe qui peut apprendre cette langue en 3 semaines. C'est qu'il est facile d'apprendre les bases, on trouve plein de ressources, on en trouve quelques-unes pour le niveau intermédiaire, et pour le niveau avancé il n'y a plus rien. Donc effectivement c'est difficile d'apprendre une langue à un niveau avancé avec une méthode, parce que c'est dur de faire une méthode vraiment avancée sans que ça devienne un ouvrage technique. Ce que je te recommande de faire, c'est plutôt de continuer à apprendre en contexte, c'est-à-dire lire beaucoup, faire beaucoup de conversations et t'exprimer beaucoup en français. Et si jamais tu maîtrises mal certaines structures, s'il y a du vocabulaire que tu te rends compte que tu comprends pas, encore une fois, tu les ajoutes dans un logiciel de répétition espacée, ça te fera du vocabulaire avancé à mémoriser. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu le côté ingrat du niveau avancé, c'est qu'on arrive à un stade où les méthodes ne suffisent plus, elles sont beaucoup trop bébés pour ça, et c'est vraiment en contexte, en essayant d'optimiser un peu, donc n'hésite pas surtout à parler beaucoup, à écrire beaucoup en français.
Question de Ragda. Je me demande toujours s'il était suffisant que j'écoute fréquemment des dialogues ou des conversations, surtout en français, pour pouvoir comprendre et savoir tous les mots d'une parole rapide et pour pouvoir parler comme vous. Quel est votre avis? Alors ça suffit pas d'écouter une langue, c'est utile, c'est très utile parce que ça permet de former son oreille, mais il va falloir aussi la pratiquer activement et faire d'autres choses, par exemple lire, écrire, parler avec des gens. Donc c'est bien de continuer à écouter du français, mais si tu veux parler couramment français, il va falloir le pratiquer à l'oral, sinon, encore une fois, tu vas juste comprendre du français que tu entends, mais pas arriver à le parler, ce qui serait dommage. Alors je passe ensuite à Sarah. Tout d'abord, félicitations pour vos 5000 abonnés, vous les méritez amplement, merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour vous poser 2 petites questions. Vous préconisez souvent de discuter avec des locuteurs natifs, mais je me demandais à partir de quel niveau pensez-vous qu'il est envisageable de le faire? Un petit niveau A1 dans une langue n'est, je pense, pas suffisant pour pouvoir discuter. Alors je pense que A1 permet de commencer à le faire. Ce que je recommande, c'est d'essayer au moins de parler avec des gens, par exemple sur des applis. Pourquoi? Parce que quand on parle sur une appli, c'est un peu asynchrone, c'est-à-dire on peut mettre un message et répondre à des messages le lendemain. Donc il n'y a pas de problème s'il y a des blancs dans la conversation. On peut aussi prendre son temps de former ses phrases, de regarder dans le dictionnaire. Donc voilà, ça c'est la première étape. On peut aussi sur ces applis laisser des messages audio. Ça j'ai découvert, ce sont les Italiens qui le font tout le temps, je trouve que c'est une super idée. Mais en tout cas, un petit niveau A1, ça suffit. Après, il faut surtout pas viser la lune trop tôt. Il vaut mieux faire une discussion de un quart d'heure, voire même 10 minutes si on peut pas plus. Ça suffit. Après, il faut essayer de commencer à le faire. Il vaut mieux le faire avec quelqu'un qui a son niveau, le niveau qu'on a dans la langue et qui a le même niveau en français, parce que sinon la personne va s'ennuyer. Mais en tout cas, ouais, essayez de faire des petites conversations de 10 minutes très tôt, ou même on peut le faire avec un prof ou un tuteur sur un site spécialisé, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens pas très à l'aise, pas très expérimentés encore dans la langue. Et voilà, en tout cas, il ne faut pas hésiter à le commencer assez tôt, pas forcément la première semaine, mais avec un petit niveau A1, c'est possible. Ce ne sera pas des discussions très drôles, mais si on en fait un exercice ciblé, on peut vraiment progresser beaucoup plus vite. Et ma seconde question est en rapport avec la première. Lorsque l'on apprend une langue en autodidacte, comment évaluer son propre niveau? Par exemple, pour votre cas, quand et comment avez-vous jugé que votre niveau en italien était assez bon pour pouvoir vous permettre de vous mettre au japonais? Je trouve qu'il est difficile de se classer dans les niveaux A1, A2, B1, etc. quand on apprend seul et donc sans examen. Alors oui, ça c'est une question que je me suis déjà posée, c'est parfois, honnêtement, est-ce qu'on est sur B1 ou B2? Bon, après il faut savoir que c'est pas une science exacte, c'est plutôt pour se situer. Après, il y a quand même dans l'échelle une sorte de grille d'auto-évaluation qui est assez complète, où on peut se demander où on en est assez finement. Donc on la trouve sur Wikipédia assez facilement. Ensuite, après, il y a d'autres types d'évaluations. Par exemple, le japonais, il y a le JLPT. Et par exemple, il y a des structures qui sont données pour JLPT 5, JLPT 4, JLPT 3, des kanji pareil. Donc on peut arriver à avoir une idée sur une certaine échelle assez facilement. Après, voilà, si tu es B1 plutôt que A2, ça va pas changer grand-chose, ce sera même mieux pour toi. Et voilà, la même chose, c'est quand vous jugez que votre niveau en italien était assez bon pour pouvoir vous permettre de vous mettre au japonais, tout simplement quand j'arrivais à parler à peu près et à faire un petit peu de conversation. Après, je pense rétrospectivement que j'aurais dû attendre un peu plus pour me mettre au japonais, ça m'aurait laissé un peu plus de temps pour perfectionner mon italien. Et voilà, ça se sent avec l'expérience, ça vient un peu cette intuition que on se sent assez prêt à parler une autre langue quand on arrive déjà à faire un peu de conversation. Après, il vaut mieux être patient, il vaut mieux se frustrer un peu en remettant à plus tard l'apprentissage d'une nouvelle langue. Mais quand on est à l'aise, quand on a la sensation qu'on ne va pas oublier tout de suite, si on ne travaille pas pendant quelques jours, c'est qu'on peut se permettre de passer à une nouvelle langue, par exemple. Ensuite, une question de Colette. Beaucoup de ressources pour apprendre les langues sont en anglais. Faut-il faire une réactivation de l'anglais lorsqu'on le connaît mais que l'on ne l'a pas pratiqué depuis très très longtemps? Dans ce cas, comment procéder? Avez-vous une idée là-dessus? Bon, ça encore une fois, c'est une réalité. Quand on dit qu'il y a tout sur Internet, il y a surtout beaucoup de choses en anglais. Surtout par exemple comme le grec dans votre cas. C'est bien pour les ressources en tout cas d'avoir un minimum d'anglais, au moins pour pouvoir les utiliser quand elles ne sont pas en français. Après bon, l'idée c'est surtout de s'imprégner dans la langue qu'on apprend. Mais au moins pouvoir trouver, je sais pas, des dictionnaires, des choses comme ça en anglais sur internet.
Et c'est aussi relativement utile aussi, par exemple, justement, quand on parle des dictionnaires, de pouvoir comprendre quand on cherche les définitions en anglais. Après, il y a quand même le Wiktionnaire en français qui est très complet et qui évite ce recours à l'anglais. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait jamais de mal de se réactiver un petit peu en anglais quand on apprend des langues à un minimum rare. Mais après, il n'y a pas forcément besoin d'arrêter la langue qu'on apprend, de se remettre intégralement à l'anglais pour avoir un bon niveau avant d'y retourner. Donc il faut savoir surtout utiliser des ressources qui sont en français et savoir faire la part des choses entre le besoin réel qu'on a en anglais, par exemple si on n'a que des dictionnaires en anglais, il va bien falloir le connaître, et simplement par exemple utiliser des logiciels en anglais où il y a juste besoin de connaître l'interface et finalement on s'en fiche de la langue. Donc ça peut être utile en effet de connaître un petit peu d'anglais pour pouvoir apprendre des langues un peu moins évidentes que l'espagnol ou l'italien, mais c'est pas forcément obligatoire. Alors pour terminer, je vais arriver aux questions de Nathalie qui m'a bombardé de questions. Un certain nombre de polyglottes qui ont 6 ou plus de langues à leur actif n'apprennent pas l'espagnol. Saurais-tu me dire pourquoi? Et toi, quelle est ton excuse pour ne pas apprendre l'espagnol? Bon, j'ai aucune excuse pour ne pas apprendre l'espagnol, surtout plein de gens autour de moi le parlent. Après, je sais pas vraiment s'il y a beaucoup de gens qui ont 6 langues ou plus qui l'apprennent pas. J'ai plutôt l'expérience inverse, c'est que la plupart des gens autour de moi le parlent. Après bon, c'est juste que je me suis pas encore beaucoup intéressé à la culture espagnole ou latino-américaine, ça viendra peut-être un jour, parce que moi j'ai vraiment besoin de m'intéresser à une culture avant d'apprendre la langue, plutôt que l'inverse. Et ensuite pourquoi? Peut-être que ces gens ont eu le même parcours, c'est-à-dire ils se sont intéressés avant à la culture chinoise, russe, japonaise, plutôt qu'à l'espagnol. Mais après, en France, quand même, beaucoup de gens ont des notions d'espagnol parce qu'ils ont fait généralement le parcours classique, c'est-à-dire LV1 anglais, LV2 espagnol, alors que moi j'ai fait LV1 allemand, LV2 anglais. Donc j'ai pas fait d'espagnol au collège ni au lycée, et par la suite je m'y suis jamais mis. Donc ça viendra un jour, ça m'intéresserait en tout cas, mais bon, pas tout de suite. Quelles sont les autres langues que tu aimerais apprendre en plus du russe? As-tu l'intention d'apprendre des langues mortes? Alors ce que j'aimerais apprendre, il y en a plein. En plus du russe, il y aurait l'espagnol, le portugais, pourquoi pas le chinois, l'arabe. Voilà. Il y a peut-être même d'autres langues finno-ougriennes, peut-être un jour le hongrois ou l'estonien. Il y en a plein. La vie est longue, j'aurai le temps de faire tout ça. As-tu l'intention d'apprendre des langues mortes? Alors ça peut être intéressant, parce que c'est toujours très enrichissant. J'avais fait du latin au collège et au lycée. Mais bon, moi, je m'intéresse surtout aux pays où je peux aller et parler avec des gens et m'imprégner dans une culture qui est relativement moderne. Donc, même s'il y a plein d'œuvres fascinantes écrites en latin, en grec ancien, bon, pour le moment, c'est pas forcément dans mes défis immédiats. Peut-être même un jour, ça m'intéresserait d'apprendre les hiéroglyphes égyptiens. Après, ça dépend, parce qu'il y a plein de gens qui apprennent du sumérien ou de l'akkadien qui disent que c'est globalement que de la comptabilité. C'est les textes qu'on trouve dans ces langues-là. Mais pourquoi pas un jour de me remettre au latin, du grec ancien, de l'égyptien hiéroglyphique? Pourquoi pas? Pour faire une vidéo, prépares-tu ce que tu vas dire à l'avance ou est-ce que tu improvises devant la caméra? Ça dépend. Alors de plus en plus j'improvise parce que ça permet d'avoir un phrasé plus naturel que quand on a des notes partout. Ça évite aussi de perdre son temps à lire des notes. Mais après ça dépend parce que quand je suis sur des vidéos plutôt de motivation où je vais un peu pousser je vais plutôt motiver les gens à apprendre des langues, je vais plutôt le faire sans notes parce que j'en ai pas trop besoin, parce que je connais mon sujet. Après, si c'est sur des vidéos un peu plus techniques, par exemple avec des exemples, avec des citations, où je parle de personnes en particulier, je vais quand même noter des choses. Ou alors, par exemple, quand je vais présenter une formation, je vais être plus exhaustif sur tous les détails du programme. Donc ça dépend. Mais globalement, j'essaye de faire de moins en moins de notes parce que ça permet de parler de manière plus libre. Et là, par exemple, pour cette vidéo, à part les questions que j'ai sur mon ordinateur, je réponds en improvisation. As-tu des origines égyptiennes? Pas du tout. As-tu des origines autres que françaises? Si oui, quelles sont-elles? Alors oui, je suis d'origine italienne du côté de ma mère et aussi du côté de mon père. J'ai aussi des origines suisses du côté de mon père et sans doute plein d'autres choses que je sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai surtout proche de moi des origines italiennes. Que penses-tu des cahiers d'exercices Assimil? J'en utilise pas, mais en tout cas, ça a l'air très bien fait, c'est pas trop cher. Je pense qu'à un niveau débutant, ça peut être intéressant. Voilà, je connais pas très bien, mais je pense pas que ce soit une mauvaise ressource. Et la dernière question, es-tu célibataire? Non. Voilà, j'ai terminé avec toutes vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Si jamais j'ai pas répondu correctement à vos questions, ou alors si votre question est passée à travers les mailles du filet, n'hésitez pas à les reposer dans les commentaires. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On est maintenant plus de 5000. Et n'hésitez pas à en parler à vos amis, surtout s'ils ont envie d'apprendre des langues mais qui passent pas encore à l'action. Parce que voilà, en fait, il suffirait que chacun des 5000 abonnés convainque un ami de s'inscrire, on passerait directement à 10 000. Donc je vous laisse répandre la bonne parole. Et pour ma part, concernant l'actualité du blog, la semaine prochaine, je vais relancer la formation Conversation efficace et je serai à l'étranger, donc j'espère pouvoir faire des vidéos, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie et à bientôt.